Comment implanter des épurateurs d'air autonomes dans des locaux tertiaires? D'abord, deux diapositives qui disent en quelques mots qui est le CETIAT et que fait-il. Le CETIAT est un centre technique industriel et ce webinaire est le fruit des résultats d'un travail qui a été mené dans le cadre des actions collectives. Le CETIAT est relié à 350 ressortissants qui sont principalement des fabricants d'équipements aérauliques et thermiques. Et ce sont ces ressortissants qui décident des projets de recherche sur lesquels le CETIAT travaille. Ça représente à peu près un tiers à un quart de nos ressources. Ce sont des ressources collectives. Et puis pour le reste, 3/4 à 2/3, il s'agit de prestations privées, individuelles pour un panel de plus de 2000 clients qui sont multisecteurs. Le centre technique est chapeauté par un conseil d'administration constitué de 12 membres. Et puis par ailleurs, tout cela s'inscrit dans un contrat d'objectifs et de performance qui est défini à la fois par l'État, la profession, Uniclimat et le réseau des centres techniques industriels. En quelques chiffres, pour montrer un peu quels sont les moyens du CETIAT, environ 146 collaborateurs, 10 000 m² de laboratoire, plus d'1 million d'euros d'investissement par an et plus de 50 plateformes d'essais polyvalentes, et il y a en particulier 3 références nationales en métrologie. Alors, le contexte. On retrouve des particules en suspension dans l'air des bâtiments tertiaires. C'est normal, ça peut poser problème si les concentrations sont trop élevées et ou si certaines de ces particules sont pathogènes. Les sources sont omniprésentes partout, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Alors, il y a des moyens qui sont à notre disposition, bien entendu, pour réduire les concentrations intérieures à l'intérieur des bâtiments. La première action à mettre en œuvre, c'est le contrôle à la source. Mais bon, dans une certaine mesure uniquement, en particulier à l'intérieur des bâtiments, les sources sont multiples et diffuses. La ventilation, on parle d'apport d'air neuf à l'intérieur des bâtiments. Ça consiste et ça a pour objectif d'évacuer les polluants qui sont émis à l'intérieur des bâtiments. Le problème, ce n'est pas un problème, mais c'est une caractéristique, c'est qu'avec les systèmes de VMC les plus couramment utilisés, l'air entrant à l'intérieur n'est pas filtré. Donc, on peut introduire des particules à l'intérieur. Il reste une troisième solution qu'on peut voir, qu'on peut utiliser en complément, et elle est recommandée par les autorités dans certaines situations, lorsque la ventilation est insuffisante ou en situation de confinement. Alors, comment mettre en œuvre des épurateurs d'air autonomes? Évidemment, et on va le voir dans la suite de cette présentation, on s'est déterminé assez facilement les performances intrinsèques des appareils. Mais une fois que cela est fait, comment fait-on? À quel débit d'air le fait-on fonctionner? À quel endroit va-t-on le mettre dans le bâtiment où on veut l'utiliser? Et puis combien d'appareils va-t-on utiliser? Le projet CETIAT PR21 épurateur d'air autonome avait pour ambition de répondre à ces différentes questions. Alors justement, l'objectif du projet PR21 épurateur d'air autonome est d'établir des règles d'implantation et d'utilisation d'épurateurs d'air autonome pour la réduction de la concentration en aérosol dans un local tertiaire. Alors on met une démarche logique en différentes étapes. La première de ces étapes était le choix et la détermination des performances d'épurateurs qu'on a trouvés sur le marché français. Ensuite, on a choisi deux locomodèles à l'intérieur du CETIAT et on a mis en œuvre de la simulation numérique 3D et des mesures avec des capteurs de particules pour tester un grand nombre de configurations d'épurateurs d'air autonomes. À l'issue de ces deux premières étapes, on a pu édicter une méthodologie d'implantation d'épurateurs d'air. Et puis enfin, la dernière étape était la mise en œuvre sur un site qu'on a qualifié de réel qui se trouve à l'extérieur du CETIAT. Ça sera la dernière partie de cette présentation. Alors, la présentation va se dérouler dans ce sens-là. On va d'abord passer au choix et à la description des salles modèles et des épurateurs modèles. Ensuite, il va s'agir de montrer comment les performances intrinsèques des épurateurs d'air ont été déterminées. Nous poursuivrons ensuite par l'explication, la description de la manière dont les calculs par simulation numérique ont été effectués, ainsi que la manière dont les mesures de concentration en particules ont été effectuées.
avec des capteurs de particules. On passera ensuite à une partie dédiée à la présentation des résultats des simulations et des mesures dans les salles modèles du CETIAT. On présentera, ça sera succinct, les règles d'implantation des épurateurs. On vous montrera quels sont les résultats que nous avons obtenus en milieu scolaire dans 4 salles de classe différentes. Et puis enfin, il s'agira de conclure et nous passerons à la suite à la session de questions-réponses. Je passe la parole à mon collègue Benoît Golaz pour les salles et les épurateurs modèles. Benoît, c'est à toi. Merci Alain, bonjour à tous. Effectivement, je vais vous présenter la partie sur le choix des salles, puisqu'en fait, il y a une partie des essais qui ont été réalisés au CETIAT dans deux salles de réunion. Les essais ont tous été réalisés dans des salles qui étaient inoccupées. On a une petite précision, on sait afin de la présence de l'occupant. Et on a pris 2 salles qui avaient des formes un peu différentes. Une qui était en rectangulaire, d'une superficie un peu plus petite et qui était surtout munie d'une ventilation simple flux, ce qui veut dire que l'air extérieur pénétrait à l'intérieur de cette salle et n'était pas filtré, donc on récupérait, enfin il y avait toutes les particules de l'extérieur qui rentraient directement dans cette salle et du coup le débit de ventilation était aux environs de 1,5 volumes. Et puis, une salle un peu plus grande, carrée, où pour le coup, sur celle-ci, on a arrêté la ventilation. Donc, on n'avait plus hormis la perméance, sinon plus de pénétration de particules venant de l'extérieur. Là, vous avez des photos à l'écran des 2 salles. On a aussi regardé du coup si la géométrie avait un impact. C'est pour ça qu'on a pris deux géométries différentes des salles. Au niveau des épurateurs, donc on a pris, on va dire, on s'est intéressé uniquement à la filtration particulière, donc des épurateurs étaient tous munis de filtres EPA, et on a pris 4, enfin il y en avait 6 au total, 4 qui étaient mobiles et 2 unités plafonnières. Vous avez des schémas, alors le but n'était pas d'aller faire une intercomparaison entre les produits, mais de regarder l'influence de l'aérolique. Et si vous voyez sur les schémas, tous les épurateurs ont tous une aérolique différente. Donc, il y en a qui aspiraient par le dessous et rejetaient soit par le dessus, soit sur les côtés. D'autres qui, à l'inverse, aspiraient sur les côtés et pouvaient rejeter par le dessous. Enfin, voilà, tous avaient une aérolique différente. Et à chaque fois, on cherchait un débit qui un maximum de 400 m3 par heure. Donc, on avait sélectionné des produits qui pouvaient atteindre ces débits-là. Défilement, ouais, si tu peux le faire. Voilà. On a ensuite donc mesuré déjà les performances de ces épurateurs selon la norme NFB 44200. On a regardé les performances en termes de débit d'air, en termes d'efficacité de filtration et également en termes de puissance acoustique. La puissance acoustique n'a pas de lien direct sur l'efficacité du produit, mais par contre, ça peut, dans le cadre de la mise en œuvre, être un paramètre important. Donc, on a regardé également la puissance acoustique. Au niveau du débit d'air, on a fait des mesures en fait, dans un caisson aérolique pour vérifier, voilà, mesurer le débit qui circulait à travers l'appareil. L'efficacité de filtration, on a mis l'appareil dans un banc et en fait on générait des particules en amont et avec on avait un compteur de particules, on comptait le nombre de particules en amont et le nombre de particules en aval et à partir de là on en déterminait l'efficacité. Et la puissance acoustique, on a fait des essais aussi au CETIAT dans nos chambres réverbérantes où en fait on comparait la puissance acoustique, la pression acoustique par rapport à une source de référence et on arrivait à la puissance acoustique de l'appareil. Au niveau du coup des performances, ce qu'on a pu observer, c'est que pour tous les appareils, et ça c'est pas propre à cette étude, c'est de manière générale, on constate quelque chose très souvent sur les épurateurs, c'est que les débits d'air mesurés sont souvent inférieurs aux valeurs mesurées. En revanche, tous les débits, nous on cherchait à chaque fois un débit maximum de 400 m3 par heure et tous les appareils fournissaient bien 400 m3 par heure. Ce n'était pas forcément un réglage annoncé, mais on a toujours obtenu le débit recherché. Au niveau de l'efficacité de filtration, là aussi pas de surprise. Sur des filtres EPA, on retrouvait une efficacité proche des 100%.
au défaut d'étanchéité près, c'est-à-dire que sur un appareil ou deux, on a pu, si on avait un peu moins, en fait, ce n'était pas un problème lié au filtre, c'était un problème lié à l'étanchéité entre l'appareil et le filtre. Et donc, il y avait une partie d'air qui était passée, qui ne passait pas par le filtre. Mais sinon, on retrouvait voilà, des résultats tout à fait conformes à des filtres EPA. Et au niveau de la puissance acoustique, sur beaucoup d'appareils, on mesurait des niveaux de puissance acoustique supérieurs à 50 décibels au-delà de 200 mètres cubes par heure, ce qui peut déjà commencer à être gênant, notamment si des appareils sont mis dans des salles de réunion ou des choses comme ça, qui peuvent commencer à générer un inconfort acoustique pour les occupants. Et puis, ça montait même à 60 décibels pour les 400 mètres cubes par heure. Voilà un peu les premiers constats qu'on a pu faire. Je passe maintenant la parole à Mirella pour la partie simulation. Merci beaucoup, Benoît. Je vais vous présenter l'étude paramétrique par simulation numérique CFD qu'on a pu réaliser. Comme Alain l'avait précisé en début de présentation, l'objectif principal de cette étude était d'établir des règles d'implantation des épurateurs d'air autonomes, donc de trouver les meilleures implantations possibles qui sont les implantations les plus performantes. Pour arriver et atteindre cet objectif, nous avons réalisé plus d'une centaine de simulations numériques CFD afin d'étudier l'écoulement, le transport des polluants et l'action des épurateurs d'air dans les environnements qu'on a choisis. Pour ce faire, nous avons réalisé des calculs qui ont reposé sur l'endurance stationnaire isotherme associée à un modèle de turbulence, modèle de turbulence K-epsilon. Et puis, nous avons réalisé des simulations de transport gazeux pendant 60 minutes en démarrant d'une concentration initiale du polluant dans la pièce 0 répartie de manière uniforme avec l'épurateur d'air en fonctionnement. Et selon le cas, on a considéré une source de pollution continue via l'air de ventilation si la ventilation était en route. Les modélisations étaient réalisées avec le logiciel StarCCM+, qu'on possède au CETIAD. En ce qui concerne le domaine de calcul, nous avons modélisé les géométries de salles que Benoît avait présentées. Il s'agit de la salle rectangulaire ventilée qu'on voit en haut à droite, et puis la salle carrée non ventilée. Dans ces salles, nous avons modélisé l'encombrement dû au mobilier et dû au ventiloconvecteur, sauf la présence des chaises. Le maillage, il s'agit d'un maillage polyédrique assez raffiné pour capturer les forts gradients au niveau des parois et puis au niveau des entrées et des sorties d'air. Et puis, selon la configuration, on avait un maillage d'environ 10,6 millions d'éléments volumiques, voire 15 si on avait des épurateurs d'air qui nécessitaient un raffinement plus important. Concernant les conditions limites, nous avons utilisé celles qui étaient dans les salles, on retrouvait dans les salles au niveau des expérimentations. Il s'agit des débits d'air imposés au niveau des bouches d'extraction. Et puis, on avait l'air qui rentrait par les entrées d'air en paroi avec un angle de 45 degrés. Une pression de référence au niveau du tétalonnage de la porte qu'on avait modélisé. Et puis, on a imposé le débit de soufflage et puis d'extraction au niveau de l'épurateur, ainsi que l'efficacité d'épuration que Benoît avait présentée et elle a été déterminée par mesure sur nos bancs d'essai. Donc, on a étudié plusieurs implantations d'épurateurs pour les deux types d'épurateurs qu'on avait étudiés, les épurateurs portables et puis les épurateurs plafonniers. Pour les deux salles modèles, la salle rectangulaire ventilée et puis la salle carrée non ventilée, avec un seul épurateur et puis avec deux épurateurs pour chacune des salles. Et donc, les implantations étudiées pour un épurateur portable sont une implantation au centre, une implantation dans un coin, une implantation le long de murs longs ou courts
Et puis, pour les épurateurs plafonniers, on a considéré, avec un seul épurateur plafonnier, on a considéré l'implantation au centre de la pièce, plafond, et à un quart d'un mur. Et puis, avec deux épurateurs portables, on a considéré le premier épurateur positionné au long de la paroi courte de la pièce, et puis le deuxième épurateur au centre de la pièce, de l'autre côté de la pièce et dans un coin. Et puis pour la salle carrée, nous avons considéré les épurateurs placés avec deux épurateurs, on a considéré les épurateurs placés dans des coins opposés et puis le long du mur en face à face. Et pour les épurateurs plafonniers, quand on a deux épurateurs, on a considéré qu'ils étaient positionnés à un quart des murs. Lors des calculs de la concentration de polluants, nous avons enregistré la concentration moyenne dans la zone respiratoire. Il s'agit de 8 volumes répartis comme illustré dans les deux figures à gauche pour la salle rectangulaire ventilée et la salle carrée non ventilée. Ces volumes ont une hauteur de 40 cm et puis elles ont une certaine longueur et largeur. Elles sont positionnées à 1 mètre du sol pour être positionnées dans la zone de respiration des potentiels occupants. Donc, on a une vue de face pour identifier où est-ce qu'ils étaient positionnés ces volumes. À droite de la diapositive, on a un graphique qui est un exemple de évolution de la concentration lors des 60 minutes pour lesquelles on a fait les simulations avec l'épurateur en route. On remarque que la concentration diminue au fur et à mesure. Et puis, de ces résultats, nous avons extrait la concentration en temps, après 16 minutes de fonctionnement de l'épurateur. Et puis, on a calculé le rapport C16 sur C0, C0 étant la concentration initiale. Et c'est ce ratio qu'on a utilisé ensuite pour comparer l'impact des épurateurs des différents emplacements sur les résultats de simulation, dans les résultats de simulation et puis les résultats de mesure. Donc, sur cette diapositive, on vous présente deux exemples des résultats qu'on peut obtenir avec la CFD. Avec la CFD, on peut obtenir des cartographies de vitesse de l'air dans toute forme de la salle, du domaine de calcul, des lignes de courant, comme ici présentes, les lignes de courant qui sont coloriées par la vitesse de l'air, où on peut avoir des cartographies des polluants. On peut récupérer des valeurs dans des points bien précis. Et donc, sur ces images, nous avons représenté les lignes de courant, comme je vous ai dit, coloriées par la vitesse de l'air. Pour la salle rectangulaire ventilée, on constate que l'air arrive par les entrées d'air qui sont au-dessus des fenêtres. Il longe la paroi et puis se diffuse dans le local. Il y a des interactions avec l'air épuré qui arrive dû à l'épurateur. Et donc, on constate qu'on a un écoulement 3D complexe. Dans la salle carrée non ventilée, l'air est mis en mouvement uniquement dû à l'action de l'épurateur dans notre cas parce qu'on n'a pas de gradient de température. On fait des calculs en isotherme. À la suite de notre présentation, on présentera des résultats sous la forme de boîte à moustache de ratio C16 sur C0. Une petite explication, plus la hauteur de la boîte à moustache est importante, plus on a des variabilités dans les données. Plus on a une faible hauteur de cette boîte à moustache, plus les données sont plus homogènes, plus resserrées les unes des autres et peut-être qu'on a une meilleure uniformité au niveau du traitement. Dans les deux graphiques présentés ici, on a étudié l'effet du débit d'air sur le ratio C16 sur C0. Et ce débit d'air, il est représenté par le taux de renouvellement d'air. On va le nommer RA, ça va être un petit peu plus rapide. Donc, le taux de renouvellement d'air RA en volume par heure. Et on constate, donc, on a représenté les résultats pour les deux salles, la salle rectangulaire ventilée et la salle carrée non ventilée.
on constate que le ratio CC sur 0, C0, diminue avec l'augmentation du débit d'air. Plus le débit d'air important, plus ce ratio il est faible. Plus ce ratio il est faible, meilleure est la performance de l'épurateur dans la salle. Et on a à peu près la même chose, on constate la même chose pour la salle carrée. On a une diminution avec l'augmentation du ratio CC sur C0 avec l'augmentation du débit. Mais on peut remarquer qu'on a une réduction un peu plus importante dans la salle non ventilée. On passe de environ 80% à un volumeur à environ 35% à 5 volumeurs. Et pour la salle rectangulaire ventilée, on passait de 42% à un volumeur à 47% à 5 volumeurs. Ceci, c'est parce qu'on a un apport de pollution extérieure via l'air de ventilation. On a représenté ici, on a fait des simulations avec un épurateur et puis 2 épurateurs dans les différentes salles pour les épurateurs portables et pour les épurateurs plafonniers. Et on a représenté ici un comparatif. Quels sont les résultats du rapport C16 sur C0 si on a un épurateur ou 2? Donc, pour un même taux de renouvellement d'air, on constate qu'on a peu de différence entre un épurateur et avec 2 épurateurs portables et plafonniers aussi. La seule exception, c'est l'épurateur D où le ratio C16 sur C0 augmente avec 2 unités. Donc, on peut imaginer qu'il y a une interaction entre les flux, entre les deux, avec 2 unités. Enfin, on arrive à l'étude de l'effet de la position des épurateurs d'air plafonniers. Donc, on a étudié plusieurs positionnements, plusieurs implantations des épurateurs dans les salles. Et donc, on vous présente ici les résultats obtenus du ratio C16 sur C0 pour la salle rectangulaire ventilée et puis pour la salle carrée non ventilée, avec un RA, un taux de renouvellement d'air de 2,5 volumeurs et puis 5 volumeurs, avec un épurateur et puis 2 épurateurs, quand on a la situation qui se présente. On peut noter qu'avec un épurateur, le C16 sur C0 varie fortement selon la position. Et puis, on constate que la position au centre, le 1A, on obtient les meilleures performances. Donc, on a le ratio C16 sur C0 le plus faible. Et puis, la position 1B, dans un point, on a les performances les moins efficaces. On a les valeurs C16 sur C0 qui sont les plus grandes. Mais on peut remarquer également que la position 1D, qui est au long d'un mur court, on a des performances qui sont semblables à la position dans un point. Mais cette même situation ne se présente pas pour un débit plus important. Donc, avec 2 épurateurs en salle ventilée, on constate qu'à 5 volumeurs, on a des efficacités qui sont proches comme avec un seul épurateur d'air. On avait déjà vu sur la diapo précédente qu'on avait ces résultats. Pour la salle carrée non ventilée, on avait étudié 2 types de positionnement, 2 implantations des épurateurs, voire 3 implantations des épurateurs d'air. Je les ai déjà présentés dans des coins opposés, le long des murs face à face, et puis dans un coin et au centre. Et on constate que la position 2B, avec les épurateurs implantés face à face, sur des murs face à face, le long des murs face à face, ont des performances meilleures que si on les plaçait dans des coins opposés. On remarque également que les boîtes à moustaches pour la salle rectangulaire ventilée ont une hauteur plus importante que pour la salle carrée non ventilée. Donc, on peut déduire que l'homogénéité des résultats obtenus dans la salle carrée, elle est meilleure, due à sa forme et peut-être également due au fait qu'on n'a pas d'apport de particules dues à l'extérieur via l'air de ventilation. La même représentation pour l'effet de la position des épurateurs plafonniers. Donc, on a représenté les résultats obtenus
pour la salle rectangulaire ventilée à gauche et puis pour la salle carrée non ventilée à droite. Et on constate que les meilleures performances sont obtenues pour le positionnement au centre. Et s'il s'agit de la salle rectangulaire, c'est positionnement au centre et puis soufflage le long de la pièce. En ce qui concerne l'homogénéité des déplorations dans la salle rectangulaire ventilée, on constate qu'on a des valeurs de ratio C16 sur C0 qui sont assez disparates d'un épurateur à l'autre. Donc, on a une variation pour les épurateurs portables notamment. On a une variation du traitement et une non-homogénéité. On a des valeurs allant de 55 à 66% et des coefficients de variation allant de 4 à 16%. Et puis, on constate qu'avec les plafonniers qui sont représentés sur les deux dernières graphiques à droite, on a des distributions plus homogènes. Les ratios C16 sur C0 varient entre 60 et 62, les moyennes. Et puis, les coefficients de variation de 2 et 3%. Donc, on a une distribution plus homogène avec ces épurateurs. En ce qui concerne les résultats obtenus pour la salle carrée non ventilée, avec l'épurateur au centre, j'avais oublié de préciser pour la diapo précédente pour la salle rectangulaire que l'épurateur était positionné au centre. On constate qu'on a un traitement plus homogène avec des CC sur C0 moyens qui vont de 53 à 58%. Donc, dans cette salle, on n'a aucun afflux de particules via l'air de ventilation, parce qu'il n'y a pas de ventilation. Et on a des coefficients de variation plus faibles qui vont de 4 à 6 par rapport à la salle rectangulaire où on avait des coefficients de variation qui allaient de 4 à 16. Donc, on peut imaginer que l'impact de la géométrie, qu'il y ait un impact de la géométrie de la salle. Donc, l'épurateur, il est placé au centre et les différents volumes de la zone de respiration sont positionnés à presque équidistance de l'épurateur. Donc, on a un traitement plus homogène et on n'a pas d'apport dû à la ventilation. On a fait beaucoup de simulations et pour arriver à un classement de ces positionnements, ces implantations, ce n'est pas évident parce qu'on avait remarqué qu'en fonction du débit, en fonction du positionnement, on peut avoir des résultats qui sont proches. Donc, on a imaginé, on a construit un score pour pouvoir classer ces implantations. Et donc, ce score, il est basé sur la différence entre l'efficacité moyenne entre les différentes zones, les 8 zones de la salle, donc après 16 minutes de fonctionnement de l'épurateur, et le coefficient de variation. Donc, on a la différence entre ces deux paramètres. Et donc, on a réalisé ce calcul pour les deux salles et on vous présente ici les résultats obtenus pour les épurateurs portables. Donc, avec un épurateur portable, on constate qu'on a des scores qui varient entre 23,9 et puis 10. Plus élevé est le score, plus performante est la configuration. Donc, ça veut dire que l'efficacité est plus importante et les plus grande. Et puis, le coefficient de variation, il est plus faible. Le score est faible, la configuration est moins performante. Et donc, on peut noter que la position au centre tend à offrir les meilleures performances, tandis que la position dans un point, on a des performances plus faibles. Et puis, les positions le long du mur arrivent en position intermédiaire. Avec deux épurateurs d'air, on a fait le même calcul. On remarque que l'implantation le long du mur arrive en première position, la 2B, avec un score de 18,2. Donc, on constate pour la salle ventilée qu'on a des écarts plus importants entre les scores des différentes positions. Donc, on a un apport continu en polluant et puis une salle qui est de forme rectangulaire. Donc, il y a cet appât-là. Et on constate que pour la salle carrée, comme on avait remarqué tout à l'heure,
on a des valeurs obtenues pour ce score qui sont plus proches. Donc, on a une sensibilité moindre à la position des différents volumes et des différents épurateurs dans la salle de réunion. On a réalisé le même calcul pour les épurateurs plafonniers et puis on constate que la position optimale est avec l'épurateur au centre parce qu'on a un score de 30,2 pour la salle rectangulaire ventilée et puis la position 3B, non, 3A pardon, pour la salle carrée. Donc la position au centre arrive pour chacune des configurations en première position avec un bon score de classement. J'en ai fini sur la partie simulation. Je veux passer la parole à Alain qui va vous parler des mesures par capteur de particules. Merci Mirella. Comme vous l'avez vu, avec la simulation numérique, on peut traiter énormément de cas différents. D'ailleurs, pour chacune des deux salles, il y a eu plusieurs dizaines de configurations qui ont été testées. On peut même tester des configurations qui ne sont pas possibles d'un point de vue pratique avec des mesures ou qui n'existent pas. On a quand même effectué des mesures avec des capteurs de particules pour identifier si on trouve des résultats qui sont similaires ou pas à ce qu'on peut obtenir avec la simulation numérique. On a utilisé pour ce faire 8 capteurs de particules à bas coût qui sont connectés en filaire à un PC et un système d'acquisition de données. Ces capteurs utilisent le principe de détection optique des particules. Et les particules sont comptées une par une et sont classées dans 5 canaux différents en fonction de leur taille, supérieure à 0,3, 0,5, 1, 2,5 et 5 microns. Comme vous le voyez sur la photo à droite sur la diapositive, on est dans la salle rectangulaire ventilée. Vous voyez les capteurs qui sont positionnés, accrochés sur des pieds de chimie, et les 8 capteurs sont placés au centre des 8 zones qui ont été définies pour les calculs par simulation numérique. Les capteurs donnent tous les mêmes évolutions, les mêmes tendances au cours du temps quand on les fait fonctionner au même endroit, mais ils ne donnent pas dans l'absolu les mêmes valeurs. Donc ce que l'on a fait, c'est que tous les capteurs ont été calibrés et comparés par rapport à l'un d'entre eux. On a obtenu des droites de régression linéaire très belles avec des coefficients R2 qui sont supérieurs à 0,99. Et donc, pour obtenir des résultats, et en particulier le même paramètre C16 sur C0 que celui qui a été considéré pour les calculs, on a procédé à des cycles de mise en route et d'arrêt de l'épurateur au cours du temps, des cycles on-off. Alors justement, sur cette diapo, vous voyez un exemple de ce qui a été obtenu. À gauche dans la salle rectangulaire ventilée et à droite dans la salle carrée non ventilée. Ici, la concentration en particules en nombre par mètre cube est représentée au cours du temps et on considère ici les particules de diamètre 0,3 à 0,5 microns. Sur chacun des deux graphes, vous voyez 8 courbes qui sont relativement bien superposées, mais quand même pas exactement, puisque d'un emplacement à l'autre, on ne trouve pas exactement la même chose. Et vous voyez complètement ce qui se passe quand on met l'épurateur en route. La concentration diminue assez rapidement finalement. Et puis quand on arrête l'épurateur, la concentration augmente. Alors, on a évalué environ une douzaine de configurations. Et vous voyez sur cette diapo les résultats obtenus à gauche sur la salle rectangulaire et à droite dans la salle carrée. Et vous avez représenté le paramètre C16 sur C0 pour différentes configurations. Et en fait, les boîtes à moustaches, même type de fonctionnement qu'avec les calculs, les boîtes à moustaches sont considérées par groupe de 2. Et les boîtes pleines sont rattachées aux résultats des calculs et les boîtes assurées aux résultats des mesures. Ce que l'on remarque, c'est que les tendances sont les mêmes avec les calculs et les mesures. Et quand on représente, par exemple, le résultat du calcul en fonction du résultat de la mesure, on peut obtenir une droite avec, si on établit une régression linéaire avec un coefficient R2 qui est très élevé, proche de 1, égal à environ 0,98. Et dans la salle rectangulaire ventilée, on a un écart moyen entre les deux, les calculs et les mesures, de 1,6%. Et cet écart, il est de moins 10,2% dans la salle carrée non ventilée.
On a donc des écarts qui sont considérés faibles et on a en quelque sorte une sorte de validation des résultats de simulation. Bien évidemment, on ne trouve pas exactement la même chose parce que les hypothèses sont différentes pour les calculs et pour les mesures. Vous vous souvenez, par exemple, pour les calculs, les chaises qui équipent la salle ne sont pas modélisées, ne sont pas représentées, alors que dans la réalité, elles le sont. Et puis, par ailleurs, la concentration en particules à l'extérieur de la salle est considérée constante pour les calculs, alors que dans la réalité, et en particulier quand on fait les mesures, ce n'est pas le cas. On pourrait lister et trouver d'autres différences entre les deux. Cela étant, en considérant toutes ces différences possibles, on a quand même une très bonne concordance entre les calculs et les mesures. Sur cette diapo qui est construite de la même manière que la précédente, salle rectangulaire ventilée à gauche, salle carrée non ventilée à droite, on a cette fois-ci comparé deux fractions particulaires différentes. Une fraction fine, 0,3, 0,5 microns, et une fraction grossière, 1 à 2,5 microns. Pareil, les boîtes à moustaches qui sont groupées par deux, les boîtes pleines 0,3, 0,5 et les boîtes hachurées 1 à 2,5 microns. Là encore, une régression linéaire avec des coefficients R2 qui sont supérieurs à 0,99. Et puis, dans la salle rectangulaire, un écart entre les deux fractions particulaires de moins 2,5% et de moins 11% pour la salle carrée non ventilée. On peut donc conclure qu'il y a très peu d'impact du diamètre des particules sur les résultats. Notez que la plupart des particules qui sont dénombrées en nombre, en tout cas dans les deux salles sur lesquelles on a effectué les mesures, sont quasiment toutes inférieures à 1 micron. Il y a très très peu en nombre de particules de diamètre inférieur à 1 micron. Alors à la suite de tous ces calculs et de ces mesures, on peut effectuer une synthèse et édicter quelques règles d'implantation simples, vous allez le voir. Le débit d'air, c'est le paramètre le plus influent et une plus grande réduction de la concentration en particules est obtenue avec un débit d'air plus élevé. Mais alors, quelle valeur pour quel résultat? Cette question, elle est toujours ouverte et puis peut-être que vous allez pouvoir donner votre avis avec des questions, mais notez quand même, vous avez pu le voir que avec un taux de renouvellement d'air de 2,5 volumes par heure, on peut avoir une concentration après 7 minutes de fonctionnement qui est de l'ordre de 50 à 70%. Et quand on est à 5 volumes par heure, on descend à 30 à 50%. Et puis, vous l'avez vu aussi, on a des résultats qui peuvent être différents suivant la forme de la salle, rectangulaire ou carrée, et suivant qu'il y a une ventilation mécanique ou pas. En ce qui concerne l'emplacement de l'épurateur, on essaiera dans la mesure du possible de le mettre au centre. C'est la position préférentielle. Et puis, si ce n'est pas possible, on va privilégier le long d'un mur. Sur le mur le plus long si la salle est rectangulaire. Et quoi qu'il en soit, il faut éviter les coins. Il ne faut pas mettre l'épurateur dans un coin. Et puis, pour le nombre d'épurateurs, 1 ou 2, il y a peu de différence significative entre les deux possibilités pour un même débit d'air traité. Mais d'un point de vue acoustique, c'est mieux d'en avoir 2. Et vous l'avez vu avec les résultats présentés par Benoît. Alors au final, on est donc allé sur un site qui se trouve à l'extérieur du CETIAD. C'est un établissement scolaire qui se trouve dans l'agglomération lyonnaise. Et nous sommes allés faire des mesures sur site avec les mêmes capteurs de particules que ceux qui ont été utilisés dans les salles modèles du CETIAD. On a représenté, vous allez le voir par la suite, les résultats entre 0,3 et 0,5 microns, et bien sûr, ces capteurs mesurent entre 0,3 et 5. Plusieurs implantations ont été testées au centre, dans un coin, le long d'un mur, de préférence le mur le plus long. Les débits d'air mis en œuvre étaient tels que le renouvellement d'air était respectivement de 2,5 et 5 volumes par heure. On a choisi l'épurateur B pour effectuer les mesures, pour des raisons de facilité de transport et de mise en œuvre. Et par ailleurs, on a pu en emporter 2. Les 2 diapos qui suivent présentent de manière succincte, mais quand même extrêmement précise, la manière dont ça se passe. Une première salle qui se situe dans le côté école maternelle de l'établissement scolaire. Et par exemple, sur les 2 photos, vous pouvez voir l'épurateur qui était au centre ici, des fils qui courent le long du sol, et puis des capteurs qui sont accrochés au pied de chimie.
Les positions des 4 capteurs, on en a emmené 4, dénommés 1, 2, 4 et 8, vous les voyez en rouge sur la figure de gauche ici. Et puis en ce qui concerne la position de l'épurateur d'air, on est allé au centre, le long du mur, position 2 à gauche, et puis dans un coin à droite. On est allé aussi dans la salle d'un collège. Comme vous le voyez, l'équipement est différent, avec quelque chose de plus classique par rapport à ce qu'on peut attendre dans un établissement scolaire, avec des tables par deux et puis des chaises. Même façon de présenter les choses. En rouge, les 4 capteurs disséminés à travers la salle, et en bleu, les emplacements de l'épurateur. Nous sommes allés dans un laboratoire, vous pouvez voir les paillasse avec sur la photo du haut l'épurateur au centre et sur la photo du bas l'épurateur dans un coin. Et ce laboratoire est attaché au lycée, pareil, les 4 capteurs en rouge disséminés à travers le laboratoire, vous pouvez les voir un petit peu sur les photos, et puis les différentes positions de l'épurateur. Et puis enfin, nous sommes allés dans une salle technique qu'on a appelée reprographie, vous le voyez sur la photo en bas à droite. Elle est équipée avec des photocopieurs, il y a des tables, il y a des armoires, elle est très encombrée finalement. Et puis c'est un paramètre intéressant et important, elle est rectangulaire avec une dimension qui est beaucoup plus grande qu'une autre. Enfin, ce n'est pas dit sur les diapos, mais les 4 salles sont non ventilées. Et puis dans le collège et dans l'école maternelle, on avait présence d'enfants, d'élèves et de personnel enseignant. Alors on a ensuite 4 diapos qui présentent les résultats de la même manière. On a d'abord l'école, la salle maternelle. Le graphe de gauche il est construit comme celui que vous aviez vu il y a quelques minutes pour les mesures effectuées au CETIAT, la concentration en particules en fonction du temps, la concentration qui diminue lorsque l'épurateur est en monte, qui augmente quand l'épurateur s'arrête. Et vous voyez qu'on a pu expérimenter différents emplacements de l'épurateur au centre, au coin et le long du mur. Tout à droite, on a rappelé le schéma d'implantation des capteurs et de l'épurateur. Et au centre, on a représenté sous forme boîte à moustache, toujours, le rapport C16 sur C0 en fonction de l'emplacement de l'épurateur. On remarque que c'est lorsque l'épurateur est dans le coin, que le résultat est le plus mauvais, avec la valeur C16 sur C0 qui est la plus élevée. Et puis, suivant qu'on est au centre ou le long du mur, on trouve des résultats qui ne sont pas franchement différents. On a ici les résultats concernant le collège, pareil, augmentation et diminution de la concentration en particules suivant que l'épurateur est en fonctionnement ou à l'arrêt. Et puis en ce qui concerne C16 sur C0, vous voyez qu'ici, là, on n'a pas l'emplacement dans le coin. Par contre, on a 2 épurateurs utilisés en même temps. Et finalement, qu'on ait 2 épurateurs ou un seul au centre ou un seul le long du mur, on a trouvé des résultats qui sont sensiblement les mêmes. Troisième salle, le laboratoire attaché au lycée, même cycle de diminution d'augmentation de la concentration. Et au centre de la diapo, on voit en jaune que c'est lorsque l'épurateur est dans un coin que le résultat est le moins bon, avec la valeur la plus élevée pour C16 sur C0, et c'est quand il est au centre que le résultat est le meilleur, avec le paramètre C16 sur C0 le plus faible. Avec l'épurateur le long du mur, on a un résultat intermédiaire. Et puis enfin, dernière salle, la salle reprographie. Je vais m'attarder un petit peu sur le graphe de gauche, où vous voyez toujours un peu le même genre de résultats. Et vous voyez aussi des résultats, alors je ne l'ai pas dit, mais sur les 3 salles précédentes, on était toujours à 2,5 volumes par heure. Là, on a fait quelques configurations à 5 volumes par heure. Et vous voyez que quand on est à 5 volumes par heure, la concentration diminue nettement plus vite. Et puis par ailleurs, on a une certaine différence suivant que l'on considère le capteur numéro 2 ou le capteur numéro 8. Pardon. Et on voit que la concentration diminue beaucoup plus vite et beaucoup plus bas que sur les autres capteurs. En fait, si vous voyez sur la figure en haut à droite, ces capteurs sont vraiment, ils font quasiment face à l'épurateur d'air, donc ils reçoivent de l'air propre. Et c'est pour cette raison qu'à cet endroit-là, on a une diminution beaucoup plus rapide
la concentration. Sinon, en ce qui concerne la comparaison entre le long du mur et le coin, on trouve que le coin, c'est moins bon que le long du mur. Ici, sur cette diapo, on a représenté l'impact de l'emplacement de l'épurateur sur les paramètres sur C16 sur C0 pour différentes salles. Et on a intégré ici les salles rectangulaires et carrées du CETIAT. À gauche, vous voyez ce qui se passe lorsque l'épurateur est placé au centre. On a quelque chose qui est quand même relativement bien homogène. Dans le labo géologie, on a trouvé quelque chose d'un petit peu différent, mais cela étant, on a pour le reste des valeurs moyennes qui sont quand même relativement proches. Lorsque l'épurateur est dans un coin, on est ici sur le graphe du centre, pareil, on a quand même quelque chose qui est quand même assez homogène et des écarts qui ne sont pas très différents suivant la salle dans laquelle on se trouve. Et puis lorsque l'épurateur est le long du mur, on se trouve à droite sur la diapo, pareil, on a des boîtes à moustaches aussi, comme sur les autres graphes, qui sont plus ou moins hautes, et puis des valeurs moyennes qui sont quand même un peu dans le même nuage. Pour rappel, hein, ce sont 6 salles différentes, avec des équipements différents, avec une qui est ventilée, la salle rectangulaire du CETIAT. Donc on a quand même énormément de caractéristiques différentes entre ces différentes salles. Mais on a quand même des valeurs proches pour un même emplacement de l'épurateur. On peut passer maintenant à la conclusion. En 2 diapos, on a étudié d'abord l'implantation des épurateurs dans 2 salles modèles. On a mis en évidence l'influence et l'importance de différents paramètres. Le paramètre le plus important, c'est le débit d'air de l'épurateur. L'emplacement d'épurateur, vous avez vu aussi que ça a un impact aussi. Et puis, on a vu aussi un impact de la ventilation et de la forme de la salle, quoi. Justement, en ce qui concerne la forme de la salle, ça a surtout un impact sur l'homogénéité du traitement à l'intérieur. On remarque que l'action des épurateurs est, quoi qu'il en soit, plus homogène dans les 2 salles et qu'avec l'épurateur placé au centre, l'homogénéité est meilleure dans la salle carrée. Quand on dit que l'homogénéité est meilleure, ça signifie que le traitement il est le même partout. Et puis, lorsque l'épurateur est implanté au centre de la pièce, on a une meilleure performance. Et quand il est mis dans un coin, la performance est moins bonne. Lorsqu'on utilise 2 épurateurs, qui est une configuration meilleure d'un point de vue acoustique, il est préférable de les implanter le long de 2 murs qui se font face à face. La méthodologie d'implantation a été mise en œuvre sur site et on a retrouvé des résultats similaires à ceux qui avaient été obtenus dans les salles modèles du CETIAT, à savoir un meilleur emplacement au centre de la salle et une performance qui est moins bonne lorsque l'épurateur est dans un coin. Et ça, c'est d'autant plus vrai que la salle est rectangulaire avec une longueur nettement plus importante que la largeur, ce qui était le cas dans la salle topographie de l'établissement scolaire. On n'a pas noté d'impact notable de la présence humaine sur les résultats. Les valeurs globalement de C16 sur C0 sont du même ordre de grandeur que celles obtenues dans les salles modèles du CETIAT, mais évidemment, il y a des écarts qui sont observés et on peut les lier à quand même beaucoup de causes différentes, mais parmi celles qu'on a pu identifier, on a listé une moindre maîtrise des conditions expérimentales sur site, la présence d'équipements divers dans les salles, mobilier, matériel, en particulier les salles de l'établissement scolaire sont bien plus équipées que les salles modèles du CETIAT, et le choix du positionnement et je dirais aussi du nombre des capteurs dans les salles. Dans les salles modèles du CETIAT, on a utilisé 8 capteurs qui ont été repartis de manière un peu homogène au-dessus des tables, et on en avait 8, alors que dans les salles de l'établissement scolaire, on n'en a utilisé que 4 et on les a mis un petit peu comme on a pu par rapport à la configuration des salles. Donc ça peut avoir bien sûr un impact sur les résultats. Enfin, et ce n'est pas le moins important finalement, cette étude, ce projet n'a pas été possible par magie, mais il a été un succès, en particulier parce que nous avons eu la collaboration du groupe de pilotage de ce projet. Vous voyez ici la liste des entreprises ressortissantes qui ont suivi tout au long de ces 3 années le déroulement de ce projet. Des remerciements particuliers pour les fournisseurs des 6 équipements d'air, des 6 épurateurs d'air,
AF, Camfil, Delta Neu, Airlab, Francair et Interfiltre. On remercie bien évidemment nos collègues du CETIAT qui ont effectué les mesures aéroliques, Dominique Pumier, ainsi que Lionel Boiteux et Jean-Marc Thiebaud pour les mesures acoustiques. Et bien entendu, de chaleureux remerciements à l'établissement scolaire de Villeurbanne qui a accueilli les mesures, et en particulier la personne en charge des travaux qui nous a accueillis et mis tout en œuvre pour que tous puissent se réaliser de la meilleure des manières. Je vous remercie pour votre attention. On va pouvoir maintenant passer à la partie questions-réponses. Je vais partager mon écran en vous montrant la liste des questions-réponses. Enfin, des questions, les réponses elles vont venir maintenant. Première question, en lien avec les performances. Savez-vous expliquer les écarts entre les performances annoncées et celles mesurées? Donc, la question fait bien sûr référence aux mesures des performances intrinsèques. Benoît, je te laisse répondre. J'ai envie de dire, si on avait vraiment l'explication, je pense qu'on aurait réglé le problème. Donc, non, aujourd'hui, on ne sait pas forcément expliquer. On a des hypothèses, mais ce serait éventuellement que peut-être que les performances annoncées sont finalement celles du ventilateur et que une fois qu'il est intégré avec son filtre, il y a probablement une perte de, il y a de la perte de charge, donc finalement moins de débit. C'est ce qu'on suppose le plus, mais voilà. Voilà. Mais on n'a pas l'explication. Non. Avez-vous pris en compte la consommation d'énergie qui est un indicateur important également? Non, on ne l'a pas pris en compte. La consommation, elle a été mesurée. On a classiquement, évidemment, suivant le type d'épurateur et suivant le débit d'air, quelques dizaines de watts, mais ce n'est pas pris en compte dans les règles d'implantation. Vous avez vu qu'on recommande d'en avoir 2 pour un meilleur confort acoustique, mais qui dit 2 dit une consommation d'énergie potentiellement plus élevée. Alors effectivement, si on en met 2, que les appareils sont identiques, on va avoir 2 fois moins de débit, donc on aura moins de consommation d'énergie, mais la somme des 2 sera peut-être plus que 1. Donc non, on ne l'a pas pris en compte, mais c'est vrai, c'est un indicateur important. Filtre EPA ou HEPA. Il s'agit de filtre HEPA, la plupart du temps de classe d'efficacité H13 selon la norme EN 1822. Avez-vous pu évaluer l'impact de la température été-hiver sur les performances des épurateurs? Alors, donc là, je pense qu'il n'est pas question des épurateurs, des performances intrinsèques, mais des mesures que l'on a effectuées. Non. Pour les mesures, elles ont été effectuées sans considération de la saison. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était au CETIAT. Fort heureusement, on est climatisé en été et chauffé en hiver, donc on avait à peu près toujours la même température à l'intérieur, donc on n'a pas pris ça en compte. L'établissement scolaire, nous y sommes allés au mois de juin, il faisait très chaud. Donc on était dans les conditions du site qui étaient celles-ci. Et puis pour les calculs par simulation numérique, je me tourne vers ma collègue Mirella. Je ne sais pas au niveau température si on fixe quelque chose dans les calculs ou pas. Merci Alain. Pour la température, on a réalisé des calculs en isotherme, donc on a réalisé les calculs avec une température de 20 degrés Celsius. Je me permets de répondre à la question concernant la partie climatisation. Lors des mesures, on n'a pas utilisé les climatiseurs. Ils étaient arrêtés. Il n'y avait que la ventilation, il me semble, dans la salle rectangulaire. Les ventiloconvecteurs. Les ventiloconvecteurs n'étaient pas en route. Après, je me permets de dire que ce n'était pas vraiment l'objectif d'utiliser les performances électriques dans les règles d'implantation des épurateurs. On ne cherchait pas de vérifier quel était l'impact énergétique, mais de trouver les meilleures implantations pour les épurateurs d'air. Je continue sur la simulation. Est-ce que des conditions de sédimentation et de remise en suspension des particules ont été prises en compte? Non, on n'a pas pris en compte la sédimentation ou la remise en suspension des particules. On n'avait pas beaucoup de temps pour préciser, mais lors des calculs, on avait utilisé un gaz parce qu'Alain, lors des mesures, il avait constaté on avait beaucoup de faibles particules. Et dans la littérature, on avait vu que pour les faibles particules, elles vont suivre l'air
Et donc, on a considéré les particules comme étant un gaz. On a fait des simulations en utilisant un gaz et non pas des particules. Donc, on n'avait pas de sédimentation et de remise en suspension. Les simulations ont-elles été validées par comparaison avec des sondes de vitesse d'air? Non, on n'a pas réalisé des mesures de vitesse d'air dans les locaux, mais on a utilisé les débits d'air qui avaient été mesurés dans la salle avec la ventilation, avec le système de ventilation en marche, et on a imposé ce débit au niveau des extractions. Et puis, on a fixé les éplurateurs pour avoir un débit qu'on avait utilisé, et on a réalisé des simulations à peu près avec un débit qui est celui qu'on fixe. Les résultats de simulation sont tributaires des conditions limites qu'on donne, et on a réalisé des mesures avec les mêmes débits. Après, on ne sait pas si vraiment les mêmes débits étaient générés lors des mesures. Les systèmes de climatisation ont-ils été en fonctionnement pendant les simulations? Non, on n'a pas considéré les ventiloconvecteurs en marche parce que ça rajoutait un élément de plus qui aurait modifié l'écoulement et puis aurait peut-être mis davantage en suspension des particules. On ne les a pas considérées ni lors de simulation ni lors des mesures. Elles étaient arrêtées. Pouvez-vous réexpliquer le choix de l'indicateur? On avait réalisé des simulations pour 60 minutes de fonctionnement de l'épurateur d'air dans les salles. Et puis, on avait calculé l'efficacité. On peut calculer différentes choses avec les résultats des simulations. On peut déduire le temps de réduction à la moitié de la concentration. On peut étudier beaucoup de choses. Mais à un moment donné, on s'était dit, mais il faudra qu'on trouve un indicateur, comme aux simulations et aux mesures, pour déterminer comment est-ce que l'épurateur, mais pas complètement l'épurateur, mais la position de l'épurateur agit sur les particules. Et donc, on a choisi, on s'est dit 15, 16 minutes, parce qu'on souhaite que l'épurateur agisse rapidement sur les particules dans la salle, et on a choisi cet indicateur. C'était un choix, et un choix, c'est discutable. On avait décidé avec le groupe de pilotage de choisir cet indicateur. Je vais laisser Alain continuer, peut-être. Oui, même si mes collègues ont sûrement la réponse, mais je veux bien continuer. Comment expliquer les remontées très rapides des concentrations mesurées dès l'arrêt des épurateurs dans la salle sans ventilation notamment? Très pertinente cette question et évidemment, ce n'est pas magique. Dans la salle non ventilée du CETIAT ainsi que dans les salles de l'établissement scolaire, lorsque l'épurateur était mis à l'arrêt, on ouvrait les portes et les fenêtres pour faire remonter la concentration en particules dans les salles. Parce qu'on avait vu ça dans une salle, dans la salle non ventilée du CETIAT. J'avais un jour programmé une manip de nuit, parce que je pouvais tout programmer, mais dès la deuxième descente, dès le deuxième fonctionnement de l'épurateur, il y avait quasiment plus de particules dans la salle et c'était inexploitable. Donc on ouvrait les portes et les fenêtres pour faire remonter la concentration en particules. Étant donné les remontées rapides des concentrations dès l'arrêt des épurateurs, font-ils en conclure la nécessité d'un fonctionnement permanent en conditions d'occupation? Oui, je dirais oui. Effectivement, vous l'avez vu sur les courbes, si on veut des conditions assainies, durables, il faut que l'épurateur fonctionne en permanence. On peut peut-être même recommander de le mettre en route un petit peu avant l'arrivée des personnes dans les salles. Et puis, comme le disait Mirella avec la question d'avant sur le choix du C16 sur C0, on a besoin d'une action rapide de l'épurateur, en particulier si on considère qu'on a besoin d'abattre la concentration rapidement pour éviter qu'il y ait des risques de contamination avec des éléments pathogènes. Il faut que ça agisse rapidement et durablement. Donc oui, il faut le faire tourner en continu. Les épurateurs sont équipés d'un câble électrique d'une certaine longueur fixée. Est-ce un facteur limitant pour le choix du positionnement, même si on peut toujours utiliser une rallonge électrique? Oui, c'est ce qu'on a fait dans les deux salles du CETIAT et on n'était pas gêné. Et dans l'établissement scolaire, vous l'avez vu sur des photos, en particulier dans la salle maternelle, où on a des enfants qui
qui évolue un peu dans tous les sens. Bon, on avait fixé les câbles au sol avec du scotch, etc. C'est un facteur un peu limitant, effectivement, d'avoir des câbles qui courent au milieu de la salle. Ouais. La question qui suit, elle est un peu liée à ça aussi. Malheureusement, les salles ou locaux possèdent rarement des alimentations électriques au centre des pièces. La législation ne permet pas d'installer en scolaire des rallonges électriques. Oui, c'est vrai. Donc, oui. Les ouvertures de fenêtres étaient-elles maîtrisées, connues lors des mesures sur site? Oui. En particulier dans la salle reprographie et dans le labo géologie, on a géré ça puisque les salles n'étaient pas occupées. On a juste ouvert les portes et les fenêtres pour faire remonter les concentrations en particules. Dans les 2 salles occupées, on a eu affaire à la gentillesse des personnels enseignants qui étaient présents sur place et ils ont eu l'amabilité et la gentillesse de ne pas ouvrir les fenêtres et les portes pendant qu'on était présent dans les salles. Les mesures se sont effectuées sur une période de 2 jours et on a passé une demi-journée dans chacune des salles. Donc oui, on a maîtrisé ça. Vous avez travaillé sur le nombre de particules, mais est-il possible d'avoir des résultats sur les concentrations massiques pour lesquelles il existe des valeurs de référence sanitaires? Oui et non. Non, parce qu'on n'a pas effectué les mesures avec des instruments qui permettent d'avoir une concentration massique. Oui, entre guillemets, on pourrait essayer de faire des calculs en imaginant, par exemple, que les particules sont sphériques, en leur donnant une masse volumique, et puis pour essayer de calculer, en considérant les nombres de particules, une masse, mais on oublierait les particules qui sont supérieures à 5 microns et celles qui sont inférieures à 0,3 microns. Donc non. On répondra non, on n'a pas les concentrations massiques. Là, l'objectif, c'était de déterminer des règles d'implantation d'épurateurs d'air autonomes. Évidemment, la question n'est pas dénuée d'intérêt, mais non, on n'a pas de concentration massique. À quelle fréquence les filtres des épurateurs sont changés? Nous ne les avons pas changés. On les a fait tourner suffisamment peu souvent pour considérer que l'encrassement était peu important. Et donc, et c'est peut-être une question cachée derrière celle-ci, on n'a pas considéré que le débit d'air avait changé. Si les salles étaient occupées, est-ce que des résultats seraient modifiés? J'ai envie de dire que sur les plus fines particules, non. Pour ceux qui suivent les actions collectives du CETIAD depuis longtemps, vous avez peut-être en tête des études qu'on a effectuées sur l'impact de la filtration de l'air en établissement scolaire sur les concentrations en particules à l'intérieur des salles. On avait, il y a une dizaine d'années, effectué des mesures dans 2 salles situées à Villeurbanne et dans le département voisin de l'Ain. Les salles étaient ventilées avec des systèmes de ventilation double flux et on avait changé les classes d'efficacité pour le traitement de l'air entrant. Donc, on avait vu l'impact de la filtration, mais surtout, ce qu'on avait vu, c'est que lorsque le personnel enseignant et les élèves rentraient dans les salles, on n'avait pas d'impact sur les concentrations en particules à l'intérieur pour les diamètres de particules inférieurs à 1 micron. Entre 1 et 2, on voyait un petit impact et au-dessus de 2 microns, on voyait un impact plus important. Donc, je reviens à la question, si les salles étaient occupées, est-ce que les résultats seraient modifiés? Pour les particules les plus fines, et là, vous avez vu les résultats qu'on vous a présentés dans les salles du CETIAD jusqu'à 2,5 microns? Non, probablement non. Pendant les simulations, il y avait également des participants physiques? Non, puisque là, les simulations numériques, elles concernaient uniquement les salles du CETIAD. On n'a pas fait de simulation numérique pour les salles de l'établissement scolaire. On comprend l'efficacité de ces épurateurs vis-à-vis des particules, mais la qualité de l'air repose aussi sur les polluants gazeux qui ne sont pas traités avec ces solutions. Et quid de l'air neuf? Absolument. On a considéré ici uniquement le côté particulaire. Et la qualité de l'air, ce n'est pas uniquement les concentrations en particules, c'est bien d'autres choses. Et puis, il n'existe pas de définition universelle de la qualité de l'air, mais il s'agit évidemment de tous les constituants de l'air intérieur, les particules, les gaz, avec une liste innombrable des gaz que l'on peut retrouver à l'intérieur. On peut considérer aussi que la QAI, ça peut être l'humidité, puisque l'humidité, c'est de l'eau présente dans l'air. Donc non,
peut-être qu'une question qui est cachée derrière celle-ci, on pourrait envisager, pourquoi pas un jour, de faire la même chose sur des molécules, sur la fraction gazeuse. Et puis après, pour qui ne sont pas traités, et quid de l'air neuf? L'air neuf, effectivement, suivant que l'amener d'air neuf est filtré ou pas, on a un afflux de particules à l'intérieur qui n'est pas le même. Donc, on le voit, il y a des systèmes de ventilation qui permettent de filtrer l'air à l'entrée. Il y en a qui ne sont pas équipés de filtration à l'entrée. Mais quoi qu'il en soit, et vous l'avez vu sur les résultats, une configuration d'épurateur d'air, ça peut pallier à un manque de ventilation ou venir en complément, même si l'air est filtré à l'entrée. Après, petite précision aussi, hein, c'est d'une manière générale, je peux vous dire ces questions aussi, mais nous, encore une fois, le but de cette étude, c'était de valider l'emplacement. On cherchait pas. Il n'a jamais été question de comparer filtration et renouvellement d'air ou polluants gazeux, polluants particuliers. Hein. C'était vraiment, encore une fois, le but de cette étude, et c'est des résultats qu'on a montrés, c'est l'emplacement de ces épurateurs. Merci, merci Benoît pour cette précision. Avez-vous mené des études similaires pour de l'épuration de polluants chimiques? Non, en ce qui concerne le côté épurateur d'air autonome, mais oui, et il y a une vingtaine d'années, sur la filtration de l'air entrant dans un bâtiment tertiaire du centre de Lyon. On avait regardé comment l'utilisation de filtres à charbon actif à l'entrée d'une centrale de traitement d'air double flux permettait d'améliorer la qualité de l'air à l'intérieur du bâtiment sur des polluants de type ozone et oxyde d'azote. On avait vu que ça marchait bien. Donc pourquoi pas faire un jour la même chose avec des épurateurs d'air autonomes. Savez-vous quelle est la proportion de l'utilisation des épurateurs en France, en tertiaire et ou en résidentiel? Non, je ne le sais pas. Je et nous ne le savons pas dans la salle ici. On pense que ça a augmenté depuis la pandémie de Covid, mais on ne sait pas. Oui, et effectivement, bonne remarque. On s'est rendu compte, en particulier dans l'établissement scolaire dans lequel on est allé, il y a des restes du Covid dans le sens où à certains endroits, on trouve encore des épurateurs d'air autonomes. Parce que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, à cette époque-là, il y avait eu un programme de déploiement d'épurateurs d'air autonomes dans des établissements scolaires, et si je ne me trompe pas, dans les lycées principalement. Mais vous disiez en début de présentation que les autorités peuvent recommander ces solutions dans certaines situations. Lesquelles? En outre, réglementairement, c'est la quantité d'air neuf minimum introduite qui autorise un renouvellement d'air insuffisant pour garantir une bonne qualité d'air. Comment ce type de solution pourrait-il s'imposer? Effectivement, quand je parlais d'autorité et d'autorités compétentes en la matière en début de présentation, je faisais en particulier référence à l'INRS et au Conseil de santé publique de France qui, en 2021, tous les deux, l'INRS en mai, je crois, et le HCSP en novembre, avaient recommandé l'utilisation d'épurateurs d'air autonomes. Vous pouvez trouver ces recommandations sur Internet, hein, c'est en accès libre. Et parmi les recommandations, il y avait énormément de choses, mais il était bien spécifié que les épurateurs d'air autonomes peuvent peuvent être utilisés s'il n'y a pas de ventilation ou si la ventilation est insuffisante ou si on a un confinement, c'est-à-dire qu'on a en même temps pas de ventilation et trop de monde. Mais il était bien écrit aussi, et c'était marqué en gras, que ça ne peut en aucun cas se substituer à de la ventilation, et c'est réglementaire d'ailleurs. On ne remplace pas de la ventilation, de l'apport d'air neuf, avec un épurateur d'air autonome. Comment ce type de solution pourrait-il s'imposer? Alors, il ne peut pas s'imposer de lui-même, il n'y a pas de réglementation qui l'impose, mais vous avez vu quand même qu'on peut avoir une amélioration de la situation, même quand il y a de la ventilation mécanique réglementaire, ce qui était le cas dans certaines situations ici, ça améliore la situation. Parmi les argumentaires un petit peu techniques des fournisseurs d'épurateurs d'air autonomes, il y a souvent mis en avant la lutte contre les allergies, par exemple. Ce genre de choses en particulier dans les logements.
Un épurateur équipé d'un ventilateur de qualité et de faible consommation permet de le faire tourner 24 heures sur 24, d'où l'importance de la consommation d'énergie. C'est vrai, c'est à prendre en compte. Après Covid, baisse significative. Nous sommes d'accord. Les fournisseurs d'épurateurs d'air autonomes ont vu un boost de leur vente à cette époque-là, entre le milieu de l'année 2020 et je dirais l'année 2022. On a vu la même chose au CTA de manière un petit peu différente. On a fait énormément d'essais d'épurateurs d'air autonomes dans cette période-là, effectivement, depuis une baisse significative. Quel a été le retour des enseignants sur le bruit des équipements? Ben, ils n'en ont fait aucun, ce qui veut dire que je pense que ça ne les a pas gênés. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une salle de classe, et en particulier dans les classes dans lesquelles il y avait de l'occupation, il y avait la salle maternelle. Bon, vous n'ignorez pas qu'il y a toujours un petit peu de bruit quand même dans une salle maternelle. Et puis dans le collège, il y avait un peu de bruit quand même parce qu'on était au mois de juin, il y avait la préparation du brevet, donc on était en cours de maths, si je me souviens bien, et puis c'était des révisions, les élèves pouvaient se déplacer, poser des questions, et puis peut-être que notre présence a créé une certaine animation. Toujours est-il que non, personne ne s'est plaint du bruit des équipements, ni les enseignants, ni les élèves. Et puis par ailleurs, on l'avait signalé, mais les équipements ont tourné à un débit permettant de traiter le volume 2,5 fois par heure. Et donc, ça ne faisait pas trop de bruit. En termes de performance énergétique et de qualité d'air intérieur, il vaut mieux toujours privilégier un système de filtration intégré à la CTA, ou au contraire, les épurateurs autonomes sont équivalents. Ce n'est pas le but de l'étude. Voilà. Pierre, si tu veux répondre. Mais non, tout simplement, enfin, c'est pas quelque chose qu'on a cherché dans cette étude, encore une fois. Donc, aujourd'hui, on n'a pas la réponse à cette question. Non, voilà, comme le dit Benoît, ce n'était pas l'étude. Effectivement, une filtration intégrée à la CTA permet de filtrer l'air entrant. Merci. Bravo pour la clarté et l'intérêt de la présentation. Ce n'est pas une question, mais ça fait du bien de le lire. Merci et bravo pour la qualité de l'ensemble de l'étude et de la présentation. Bravo pour ce travail réalisé par le CETIAT. Et puis, il est un peu plus de midi moins le quart. On va pouvoir arrêter ce webinaire. On vous remercie encore chaleureusement pour votre participation, pour votre patience tout au long de nos présentations, pour les questions excessivement pertinentes qui ont été posées. Et on vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end et puis de bonnes fêtes de fin d'année à vous tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.